La destination favorite des vacanciers, c'est la mer. Mais savez-vous que ce type de vacances très populaire est très récent? Noah vous propose de remonter le temps et vous conter l'histoire des bains de mer de notre belle côte atlantique dans notre magnifique région, la Nouvelle-Aquitaine. À la fin du XVIIIe siècle, les bains de mer n'avaient pas pour but essentiel le loisir, mais étaient vivement recommandés par les médecins à but thérapeutique. Au fil des ans, les stations balnéaires s'installent en France le long de notre côte atlantique, ici en Nouvelle-Aquitaine, que ce soit à Royan, Biarritz ou encore Arcachon où nous sommes. Aimé, merci d'être avec nous pour nous conter l'histoire des bains de mer. Comment ils ont évolué et ils sont arrivés ici à Arcachon? C'est en 1823 qu'un Normand, François Le Gallais, vient établir ici, sur la plage qui ne s'appelait pas encore Arcachon, qui s'appelait Eyrac, il vient établir un hôtel qui va être doublé d'un établissement de bains de mer. C'était le premier établissement de bains de mer sur la côte atlantique. Et donc de là va démarrer le tourisme grâce à ces établissements de bains de mer qui vont s'installer. Il y en aura plusieurs par la suite. Suivant l'exemple de François Le Gallais, nous avons vu arriver ici là d'autres hôteliers qui ont construit. Ils s'appelaient Tindel, ils s'appelaient Gaillard. Et à partir de là, nous allons avoir le développement des bains de mer d'Arcachon. On va voir se développer également des établissements de bains de mer sur pilotis qui proposaient un certain nombre de prestations, des bains chauds, des bains froids et même des bains de sable. On appelait ça l'arénothérapie. Du coup, ils s'occupaient comment? Quel type de jeux de plage ils avaient à l'époque? C'était la naissance de la station d'Arcachon en tant que station de bains de mer. Alors, tout un tas d'activités étaient organisées par la commune. Nous avions des courses des chasses, nous avions des régates, nous avions des promenades aussi bien en forêt que sur l'eau, vers le Cap Ferret par exemple. Et donc la station de bains de mer proposait à ses visiteurs beaucoup d'activités pour compléter bien sûr le repos, la baignade, la lecture, les activités traditionnelles. Une autre très belle station balnéaire à découvrir dans notre région, c'est Royan, en Charente-Maritime. Alexandre Berne et son invité nous racontent son histoire. Alors, il faut savoir que Royan, pendant des années, a été le concurrent direct d'Arcachon. Les deux villes étaient un peu en compétition. La rivalité, elle arrive en 1856-57. Royan s'est développé avant, Royan est au bout de l'estuaire de la Gironde, et donc cette station va se développer dès le début du 19e siècle. 1856, les Bordelais créent le premier lotissement à Royan. Manque de chance, 1857, c'est la date de création de la commune d'Arcachon, accompagnée par un développement de grands lotissements balnéaires, et donc la concurrence va se nouer à ce moment-là entre les deux villes. Petite question sur les bains de mer. Royan, qu'est-ce qui faisait que la ville était propice au développement des bains de mer? Alors j'imagine que c'est des questions climatiques et puis géographiques aussi. Hein. Alors géographique, effectivement, parce qu'on a de belles plages, ces fameuses conches qu'on va trouver à l'intérieur de l'estuaire de la Gironde, sur quelques kilomètres, vous savez. Conche, ça vient de concha, la coquille, ce sont des plages de sable fin encaissées entre deux falaises. Mais cependant, là, si on parle de la concurrence que nous avons avec Arcachon, Royan va plutôt développer une politique qui va être une politique de loisirs, une politique de jeu à travers ses casinos, alors que Arcachon cible plutôt la santé. 1824, c'est le développement du bateau en vapeur a amené beaucoup de Bordelais à Royan. Hein. Alors c'est un développement qui est bordelais, on l'ignore.
Et puis on n'ose pas trop le dire, mais au départ, c'est vraiment une station qui est une station bordelaise. Le premier hôtel de voyageurs qui se situait dans le centre de Royan, au-dessus du port, s'appelait l'hôtel de Bordeaux. Mais au départ, c'est effectivement une clientèle bordelaise qu'on souhaite capter ici. Les premiers investisseurs sont bordelais. Alors Frédéric, il faut dire que le développement de ces stations balnéaires était étroitement lié avec les transports et notamment l'arrivée du train. Hein. Oui, l'arrivée du train, c'est majeur. C'est vraiment le transport dernier cri, effectivement, surtout quand on a vécu avant avec le bateau. Je crois que le premier train qui est arrivé donc en 75, il fallait 16 heures pour venir de Paris et très rapidement, on a réduit les temps de transport. Et plus de 3 heures pour venir de Bordeaux. Effectivement, on a réduit les temps de transport. Alors ça, c'est une chose qui est une chose importante. Il ne faut pas perdre de vue qu'on a les trains effectivement de voyageurs qui vont nous amener les baigneurs, qui vont permettre le développement de la station balnéaire pour faire venir une clientèle parisienne, puisque la clientèle bordelaise a tendance maintenant à nous échapper, elle est du côté d'Arcachon. Alors Frédéric, on arrive sur le palier de la magnifique demeure Aigues-Marie. Aigues-Marines, c'est à la fois la villa la plus spectaculaire du boulevard Garnier et celle qui est la plus représentative. C'est celle qui, de ses proportions, se voit de loin. Et il y a une espèce de surenchère. Le boulevard Garnier, il est très démonstratif. On se promène sur le boulevard Garnier. C'est un peu comme au théâtre. C'est l'air de voir, puisque de sa villa on voit, mais d'être vu également de l'extérieur. Il fallait qu'on soit vu, qu'on se montre. C'était le Royan très huppé. Alors je crois même que l'acheteur de cette maison est venu ici parce que tout simplement Zola habitait juste à côté. Hein. Alors il y a effectivement, il a fait construire effectivement cette villa qui est très près de l'ancienne villa qui était celle de l'éditeur d'Émile Zola. Et Émile Zola est venu à grand renfort de publicité à Royan. J'accuse le lieutenant-colonel du paty de Clam d'avoir été l'ouvrier diabolique de l'élection. Alors Frédéric, on a la chance de rentrer dans cette belle demeure. Alors il faut dire qu'elle a échappé au bombardement de 1945 parce que Royan, une partie de la ville a été rasée. Hein. Alors, elle a échappé effectivement complètement au bombardement. Certaines villas ont été en partie détruites et donc ont été reconstruites. La toiture avait pu être endommagée. Certaines parties des maisons, elle a pratiquement totalement échappé effectivement aux bombes. Sont passées partout autour, sauf ici. En quelques minutes, les bombes avaient détruit la ville à 95% et tué 1200 personnes. Du coup, on a gardé le décor intérieur et notamment ce majestueux escalier. Il y a une véritable mise en scène à travers les niveaux et même des demi-niveaux. Là, quand même, cette vue-là, elle est bien sympa. On va là-bas, regarde, viens. Salut. Alors Aimé Arcachon continue son évolution et on voit arriver à travers les frères Pereire la ligne de chemin de fer. Et oui, Nadia, la ligne de chemin de fer était là depuis 1841, mais la compagnie qui l'exploite fait faillite. Et là, les frères Pereire arrivent. C'était deux banquiers bordelais qui vont créer les conditions pour développer Arcachon, qui va être créé, et puis aussi leur ligne de chemin de fer. Parce qu'ils avaient dans l'idée de construire la grande compagnie des chemins de fer du Midi qui allait irriguer en réseau ferroviaire tout le Grand Sud-Ouest. Alors justement, né à partir de ce moment-là et grâce à la ligne de chemin de fer, le quartier, la ville d'hiver d'Arcachon. En 1859, il y a Napoléon III qui vient ici à Arcachon. Et les frères Pereire lui montrent ce projet de grand ensemble immobilier qui allait pouvoir accueillir des touristes pendant toute l'année, sa ville d'hiver d'Arcachon. Alors les touristes, juste, on va préciser quand même, Aimé, que les touristes qui arrivent ici, ce sont plutôt du tourisme bourgeois, l'aristocratie, c'est essentiellement réservé à cette population-là quand même. C'était effectivement une population à fort pouvoir d'achat, à fort niveau de vie, qui était visée par les frères Pereire pour amener des devises ici, là.
Alors bien sûr, les bains de mer vont être boostés, Arcachon va être créé, la ligne de chemin de fer va être prolongée jusqu'à Arcachon parce qu'elle s'arrêtait à la Teste. Et là, les bains de mer, effectivement, vont se développer et enrichir la ville d'Arcachon. La ville d'hiver est construite autour du parc mauresque. Et au milieu du parc mauresque se dressait le casino mauresque, de style arabo-musulman. Il attirait bien les gens qui voulaient voir des spectacles, qui voulaient danser, qui voulaient se réunir, qui voulaient manger, qui voulaient boire. C'était un lieu de plaisir. Et tout autour de ce casino mauresque, eh bien, nous avions diverses activités pour les amateurs de musique, avec un kiosque à musique, avec un théâtre pour enfants. Voilà, tout ce qu'il faut Mener la pour, belle vie. Mais C'est ça, hein. bien sûr, la belle vie arcachonnaise. Là, du coup, on a une vue... Sur l'Arcachon des bains de mer. Retour à Royan, où l'association La Belle Époque nous replonge dans le passé à travers les costumes d'époque. Dans un bonheur. Premier temps, j'écarte les bras. Deuxième temps, je ramène sur de main. Troisième temps, je passe les jambes à l'arrière. Je vous touche, Madame la Comtesse, excusez-moi. Et ensuite, je ramène les jambes, Madame la Comtesse. Poisson dans l'eau, je suis. Je vais embêter Madame la Comtesse 2 secondes, Madame la Comtesse. Alors, Patrick, est-ce que c'est les types de leçons qu'on pouvait recevoir à l'époque au milieu du 19e? Alors, à l'époque, au milieu du 19e et au début du 20e, la seule natation, la seule nage qui était pratiquée par les beaux et les belles de la Belle Époque, c'était la brasse. On a commencé par ça, une brasse qui perdure encore de nos jours, qui était la plus simple à mettre en œuvre et la plus facile à démocratiser à l'ensemble de la population. Et on a commencé les cours sur le dur, sur le sable, parce que qui dit aller dans l'eau, dit qu'il fallait protéger les baigneurs et les baigneuses qui ne savaient pas nager, et on les entourait dans un canal, dans un chenal. Vous retracez à travers votre association et les différents costumes, les différents personnages, la Belle Époque de Royan. Hein. Tout à fait, la Belle Époque de Royan, c'est 1895, le démarrage, jusqu'aux années 1910. Hein. Et à ce moment-là, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? C'est tout simplement que la mode de Paris est arrivée sur la côte, et évidemment, eh bien, les costumes sont arrivés. Ces costumes, ils sont là aujourd'hui, représentés dans le bain, dans le blanc, dans la ville, et c'est vraiment dans cet esprit-là qu'à cette époque-là, les citoyens et les citoyennes se promenaient, faisaient leurs courses, déambulaient dans la ville. Les hommes ont 3 pièces obligatoires, petit gilet, veste, pantalon, nœud pape ou lavalière, et les dames ont des silhouettes très fines, très allongées. Et pour les bains, vous avez ces tenues de bain de femmes qui sont véritablement comme elles étaient à l'autre fois, et on allait bien dans l'eau comme ça. Bon, je vous laisse recoller votre moustache. Alors voilà, alors Patrick il recolle sa moustache. Je crois que pour une séquence documentaire passée sur les chaînes de télévision, ça vaut son pesant de cacahuètes. À l'époque, ils avaient des vraies moustaches, il n'y avait pas besoin de. Oui, mais moi, Un petit côté brigade du tigre un peu là. Non, mais... Incognito, vos flics maintenant sont devenus des cerveaux. Vacances. Attardés qui rêvaient de plage, d'eau salée, de grand air. En France, les premiers congés payés apparaissent durant l'été 1936, après la victoire électorale du Front populaire. Cela devient pour les Français leur première occasion de partir pour 2 semaines en vacances. En quête de verdure, de grand air, de soleil et de cet ensemble si divers et si personnel qu'on appelle les vacances. Avec l'arrivée des congés payés, le camping apparaît à la fin des années 30 et c'est durant les 30 glorieuses, cette période qui s'étend de 1945 à 1975, que le camping connaît un développement spectaculaire. C'est ainsi qu'à la fin des années 50, Lucie et Armand Ducamencoq créent le camping Pasteur d'Arès sur le bassin d'Arcachon, côté Cap Ferré,
Le camping Pasteur, c'est le premier camping créé par des ostréiculteurs. Jean-Marie, c'était vos grands-parents. Oui, c'était mes grands-parents. Ils étaient ostréiculteurs depuis plusieurs générations, avec leurs propres parents. Et dans ces années-là, le tourisme se développait petit à petit, avec des estivants qui ne savaient où aller. Ils s'adressaient au syndicat d'initiative d'Arès, c'est-à-dire la mairie. Chaque famille d'ostréiculteurs avait un bout de forêt dans lequel ils venaient puiser des matériaux, du bois notamment, pour leur activité. À cette époque-là, mon grand-père a mis quelques coups de faux, quelques coups de scie pour laisser de la place à des terrains qui étaient campables. Oui, voilà, la campagne, c'était en quelque sorte aussi un peu du camping sauvage. Complètement sauvage. Les premières années, c'était sauvage, il n'y avait pas de sanitaire, il n'y avait pas d'eau, l'eau elle était puisée chez un voisin, c'était à la bonne franquette. À partir de 1960, il y a eu des registres d'hôtels qui étaient vérifiés par la gendarmerie régulièrement. Alors, c'est-à-dire que là, quand arrivent les registres, c'est-à-dire qu'on légalise un petit peu la possibilité de camper. Et donc, ces registres de l'époque, vous nous les avez amenés. Sur ces registres qui sont assez très détaillés, puisque s'ils datent de 1960, on avait toute l'identité des personnes, leur profession, d'où ils venaient, venant d'eux, ils allaient où après, comment ils étaient arrivés, en voiture, en moto, en vélo. C'était vraiment le tout départ des congés payés dans la région. C'était un petit peu leur ordinateur de l'époque. Et on a derrière nous une tente maréchale des années 60. Ce sont les premières tentes, ça. C'était les premières tentes. Tout le camping était équipé de tentes comme ça. Donc, elles étaient confortables pour l'époque, très lourdes. Elles pesaient plus de 100 kg, cette tente. Et ça faisait le bonheur d'une famille. C'est collector, ça, non ? C'est collector. C'est collector. Il n'y a pas beaucoup de jeunes qui vont pouvoir se permettre de mettre ça dans une voiture. D'autant plus, Jean-Marie, vous le disiez tout à l'heure, donc ces toiles de tente à transporter, c'était 100 kilos. Il n'y avait pas non plus de remorque, c'est-à-dire qu'on mettait ça dans la voiture direct, on tassait quoi. Oui, ou sur le toit, sur le toit de la voiture, voilà, c'était la solution. Mais bon, les gens n'avaient pas grand-chose d'autre à mener que la tente. Il y avait la tente, c'était le début du camping-gas, la table, les pliants, et ensuite il restait quand même sur le camping. Ils ne bougeaient pas beaucoup. Les gens venaient, mettons, à Arès, ils allaient à la plage à Arès, ils ne faisaient pas de vélo, voilà, ils restaient pas loin. Et ensuite, ils faisaient l'ambiance entre campeurs. C'est ce qui a fait un peu l'image, qui a fait rigoler de l'image péjorative du camping, avec la partie de pétanque et l'apéritif anisé sans fin, quoi. Bon, ça c'était l'époque des années 70, de la convivialité du camping. La nouvelle mode s'est affirmée sur les bords de Marne, ce qui a permis de constater que les maillots de bain avaient aussi résolument évolué. Le vêtement indispensable à la baignade, c'est le maillot de bain. Il est apparu aux alentours de 1850. Les femmes se baignaient alors en costume de bain complet. Oui, oui. Comment on se sent finalement dans ces tenues de bain de l'époque? Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on est sur des maillots 1 pièce, 2 pièces, c'est plus léger, on va dire. À l'époque, on était quand même très couverts. Hein. Eh bien, je vous dirais qu'avant, c'était bien, mais quand on ressortait de l'eau, c'était tombant parce que c'était quand même des vêtements à base de laine et avec l'eau, ça tirait et ça tombait. Et il faut savoir aussi que les belles dames s'habillaient donc dans des charrettes qui étaient dans l'eau et elles sortaient en maillot de baigneuse, mais souvent elles avaient leur corset qui n'était pas facile non plus pour pouvoir apprendre à nager. Hello, bonne mesdames. Avez-vous un peu Patrick, est-ce qu'ils tiennent chaud ces maillots là? Quand on rentre dans l'eau, ça fait quoi alors? Alors quand on rentre dans l'eau, on se sent vraiment l'eau collée à la peau, on est pris dans l'atmosphère et surtout Alexandre, quand on sort, on en a pour plusieurs heures avant de se sécher. Voilà, madame. Ça donne quoi les maillots là? Ah, ça tient chaud, hein. Franchement, c'est fait moins froid. C'est bien. Mais après, c'est lourd, hein. Le maillot 6 pièces, il tient pas chaud là parce que vous êtes bien couverte quand même, hein? Écoute, le problème c'est que je suis très mouillée, donc forcément il me tient pas chaud du tout.
Mais dans ce temps, c'est très bien. Mais franchement, ça ravigote. Hein. Je crois que je vais aller boire un petit pinot. Elle est fraîche. Allez, revenez, Barnabé. Les cours vont pouvoir démarrer dans de bonnes conditions, Madame la Comtesse. C'était la première aujourd'hui. Les autres élèves vont suivre. C'est une bonne saison qui s'annonce, Alexandre. Bravo à nous tous. Bravo, bravo, vive la belle époque. N'applaudissez pas trop fort. Janine Robin, c'est l'histoire d'une passion familiale installée sur le bassin d'Arcachon depuis 1949. Cette lignée de maillots de bain fait toujours travailler sa famille aujourd'hui. Laura Thiba, vous êtes l'arrière-petite-fille de Janine Robin, fière j'imagine de cette grand-mère. Oui, tout à fait. C'est vrai que c'est une grande fierté puisque l'évolution du maillot de bain suit parfaitement l'évolution de la femme à travers le XXe siècle et le XXIe siècle. On a une évolution du maillot de bain avec un maillot de bain qui était dans les années 60 assez couvrant, avec c'est vrai, d'une pièce très... oui, il fallait cacher le corps. Voilà, il fallait cacher un petit peu, il y avait toujours cette pudeur. Et puis au fil des années, on a eu une libération du corps de la femme, voilà, un culte du corps aussi, avec l'arrivée du bikini, de tout ce qui était très mini aussi dans les années 80. Et puis au fur et à mesure, on a un petit retour là maintenant sur... retour en arrière. Là, on retourne sur des choses un peu plus couvrantes, mais avec voilà, toujours du confort. Ce qu'on avait un peu plus perdu dans les années 80, là, vraiment, on est plus sur le confort. Parce que ce qui révolutionne en quelque sorte aussi la manière dont on va styliser le maillot de bain, c'est l'arrivée du lycra. Ils étaient en quoi les maillots auparavant? Alors, jusqu'en 1958, ils étaient en coton. Voilà, c'est Dupont-de-Nemours qui avait créé le lycra, le fameux lycra qu'on va retrouver dans tous nos maillots jusqu'à maintenant. Donc c'est vrai que ça a changé complètement les formes aussi de maillots de bain, puisqu'on est passé sur des maillots qui ne collaient pas forcément à la peau, sur un produit beaucoup plus proche du corps et qui épouse beaucoup plus les formes de la femme. Et du coup, le maillot aujourd'hui, cette année, il y a une tendance? Alors, la grosse tendance en ce moment, c'est d'avoir des maillots recyclés, enfin avec du polyamide recyclé. Donc, c'est vrai que nous, on est aussi sur cette tendance-là. On va avoir pour l'année prochaine 70% de notre collection en matière recyclée. Et c'est vrai que l'écologie, pour nous, c'est quelque chose qui nous tient à cœur, puisque on utilise les plages. Et c'est vrai que d'avoir des maillots qui réutilisent les plastiques et les déchets dans les océans, c'est très important pour nous. Quand même, on peut la remercier, votre arrière-grand-mère. Merci. Vrai. Non, je suis très contente. Il y a de quoi être fière. Oui, je suis très fière. Noah vous souhaite de belles vacances en Nouvelle-Aquitaine.